C'est le soir. Un soir avant une nuit d'orage. Un soir à classer des photos ou à écrire des lettres. Des lettres sereines. Des lettres tranquilles à propos de choses insignifiantes. Des lettres adressées à des amis indifférents ou à de lointains parents. Ou à regarder des photos. Une boîte entière de photos à répandre sur la table. Des photos que la femme prend entre le bout de ses doigts et que d'un geste presque hystérique, elle retourne comme lorsqu'on retourne une pierre sous laquelle on s'attend à voir fourmiller des bestioles. Il fait chaud dans la pièce et l'homme replie son journal. Il ouvre une fenêtre. Pendant un moment, il regarde en silence les pins élancés et les sapins noirs du jardin. De l'autre côté de la route, un tremble invisible froisse ses feuilles. La femme lève les yeux et par-delà les photos, elle observe le dos de l'homme. Un dos étroit et voûté. La chemise humide enserre son dos comme une peau de plus. Une colonne de fumée invariablement bleue monte de sa tête. Oui, on dirait qu'elle monte de sa tête. Mais on sait bien que c'est pas vrai. Quand l'homme s'assied en face d'elle, au loin, une voiture klaxonne. Un vent très léger fait entrer les rideaux dans la pièce, mais au fond de la pièce, on ne sent pas le vent. Les rideaux blancs retombent en silence. On dirait que le vent les aspire. Si on écoute tous les bruits, le plus distinct est le bruit sec des photos qu'on ramasse sur la table, qu'on scrute avec soin puis qu'on repose. Comme autre bruit, il y a le faible battement d'un tuyau dans la cave et un oiseau qui, dans un rosier près de la fenêtre, lance de temps en temps une note comme de flûte, claire et aiguë. L'homme repousse sa chaise, marche jusqu'à la radio dans le coin sous la pendule. Mais lorsqu'il va pour tourner le bouton, il arrête sa main au milieu de son geste. Il se retourne lentement. Il se penche en avant. Il regarde sa femme et il s'aperçoit qu'elle est restée assise à le contempler tandis qu'elle lui tournait le dos. Ça lui cause une impression désagréable, comme si on le surveillait, et il n'ose plus se retourner et allumer la radio. Il ne l'aurait de toute façon pas allumée. De toute façon, se dit-il, je ne l'aurais pas allumée, je n'ai pas envie d'entendre la radio. Mais si elle continue encore longtemps à ne rien me dire, je vais devenir fou. Mais la femme ne dit rien. Elle soulève une photo, cligne des yeux en la regardant comme si cette photo représentait un soleil qui l'éblouissait. De nouveau, il est assis à la table en face d'elle, il la regarde. Il regarde ses mains. Il regarde ses yeux doux et écarquillés qui se posent sur un événement mort. Parmi les nombreuses photos qui sont sur la table, il en prend une au hasard. Il ne veut y jeter qu'un furtif regard, mais il se laisse captiver par le motif, l'événement oublié qui n'existe plus et qui n'a existé qu'un bref instant il y a longtemps. Lui et sa femme sont assis sur une balançoire dans une fête foraine. Ce doit être une fête quelque part à la campagne, car la balançoire est rudimentaire et les gens autour d'eux sont peu nombreux. Son bras entoure les épaules de sa femme, car la balançoire est si étroite que s'il ne le faisait pas, il n'aurait pas assez de place. Un moment se passe. Il repose la photo sur la table et ferme les yeux. Il appuie 2 de ses doigts sur ses yeux pour essayer de jeter un regard en arrière sur cette foire oubliée. Ils ne se sont pas trouvés si souvent ensemble dans des fêtes foraines et c'est cependant sans espoir. Il a beau laisser son imagination et sa mémoire édifier des fêtes dans le passé, des fêtes campagnardes avec des balançoires toutes simples. Il ne parvient pas à reconstituer la bonne. Quand il enlève ses doigts de devant ses yeux, après avoir définitivement renoncé à tout espoir, la photo n'est plus devant lui. Sa femme s'en est emparée, et maintenant elle l'examine. Il se penche sur la table et regarde son expression avec anxiété, afin de lire sur son visage quelle impression elle en retient. Il ne remarque d'abord rien,
Elle garde le même air froid, doucement ironique, l'air que l'on a quand on écoute les autres raconter leurs rêves. Les yeux sont calmes, fermes, ils ne trahissent aucun éclair de reconnaissance. Mais soudain, l'incroyable arrive. Le visage de sa femme subit une brusque transformation. Il exprime maintenant un vif intérêt, et les yeux sourient comme lorsqu'on retrouve tout à coup un visage aimé mais disparu depuis longtemps. Ça lui paraît incroyable, mais c'est pourtant ainsi. Quelque chose qui ne peut pas se rappeler avoir vécu éveille chez elle de très doux, ou du moins de très agréables souvenirs. Elle pose lentement la photo, joint ses mains sur la table et le regarde, ou du moins regarde dans sa direction. « Tu te souviens, dit-elle, d'une voix basse, comme pour ne pas briser d'une voix trop haute le fil ténu par lequel leur présent, cet instant autour d'une table dans une villa de banlieue, est relié avec un instant passé sur une balançoire dans une foire. Il reste encore quelques secondes à l'homme et il les étire jusqu'à les faire éclater en cherchant fébrilement ce souvenir disparu. Il tire des millions de tiroirs. Ce souvenir se trouve dans un stock de souvenirs de fêtes foraines. Les mains tremblantes, il cherche dans tous ces tiroirs, tous remplis de fêtes foraines, des fêtes sous la pluie, de grandes fêtes montées avec élégance dans les métropoles, de toutes petites dans des coins perdus avec des gitanes qui sont aussi des voyantes et un gendarme qui contrôle les joueurs de roulettes et des prestidigitateurs qui font des tours de cartes. Et ferme les yeux. La nuit est déchirée par un tourbillon coloré de balançoires, d'automates, de stands de tir et de longues files d'attente devant le dancing, mais nulle part il ne découvre la bonne fête foraine et il ne peut plus se taire. Il ouvre les yeux et rencontre le regard de sa femme de l'autre côté de la table. Et comme il a mauvaise conscience, il trouve ce regard à la fois plein de curiosité et d'attente. « Non, finit-il par dire en baissant les yeux. Malheureusement non. » Pendant un bref instant, la pièce baigne dans le silence. Seule la porte du garage craque un peu. Un chat s'y est peut-être glissé. Des jeunes garçons passent à bicyclette, ils jurent. Leurs voix sont criardes, on ne comprend pas de quoi ils parlent. La femme tapote sur la table avec son index. Il n'y a que des hommes pour tapoter comme ça, pense-t-il. Si elle n'avait pas fait, j'aurais pu le faire. J'aurais pu rester là, tapoter sur la table jusqu'à ce qu'elle soit obligée de me parler à nouveau. Maintenant, c'est elle qui me contraint à parler, rien que parce que j'ai oublié une brève visite dans une fête foraine il y a très très longtemps. Il essaie de se dire que ce qui vient de se passer n'est qu'une bagatelle qu'il tente d'écarter d'un hardi mouvement de tête afin de dégager les cheveux qui tombent sur son front, mais il n'y parvient pas. Il éprouve un sentiment de honte, léger mais d'une netteté qui l'agace. C'est comme s'il venait d'échouer à une épreuve ou à un examen, et plus le silence se prolonge, plus il est saturé de honte. L'homme finit par comprendre qu'il doit dire quelque chose, n'importe quoi, pour que son échec ne se transforme pas en débâcle. « Je viens de lire dans le journal, commence-t-il en hésitant, car il cherche quelque chose à raconter, quelque chose de remarquable dont la lueur particulière pourrait rejaillir aussi sur celui qui la raconte. » La femme ne tapote plus, mais comme son mari ne peut pas meubler le silence, elle recommence. « Vraiment, dit-elle. Et elle sourit, froidement. Il trouve enfin. Les Américains viennent d'inventer une nouvelle façon d'exécuter les condamnés à mort. Il se tait un instant pour que la suite fasse l'effet désiré. « Vraiment, dit sa femme. Elle ne tapote plus. Ils envoient 2 flèches dans l'eau. Un gaz se crée au contact de l'eau, et d'après ce qu'on dit, 2 aspirations suffisent pour que la mort survienne. « Quelle sorte de flèche ?» interroge la femme. L'homme réfléchit un moment. « C'est un fait, c'était pas écrit. »« Je ne sais pas, répondit-il, on ne le disait pas. »« Des flèches de tombola peut-être, venant de quelque fête foraine, reprend la femme. »
et la regarde jusqu'à ce que de nouveau il se sente troublé et honteux. « Je ne sais pas, répondit-il, on ne le disait pas. »« Et quelle sorte d'eau ?» interroge la femme. « Quelle sorte d'eau, comme c'est ridicule, on ne le disait pas non plus. » Il aurait quand même dû penser que la personne à qui il raconterait ça aimerait le savoir. « Je ne sais pas, répondit-il, on ne le disait pas. » Nouvel échec. Le seul résultat, c'est qu'il a rendu son cas encore plus désespéré en lui parlant d'un entrefilet rédigé d'une façon aussi idiote. À son tour, l'idiotie de cet entrefilet le frappe. Un silence total s'installe. Un silence de mort. L'orage que l'on attend pour la nuit étreint la terre de tout son poids de feu et de terreur. L'oiseau s'est envolé. Parti, l'oiseau. On n'entend aucun des bruits habituels qui montent de l'agglomération. Tramway gémissant dans un tournant, mine qui saute, klaxon de voiture. Pas un souffle d'air ne fait bouger les rideaux. Il va y avoir de l'orage, dit l'homme. Cette nuit, il y aura sûrement de l'orage. La femme ne répond rien. Elle se détourne tout simplement et regarde par la fenêtre ouverte. Elle se remet à jouer avec les photos, les soulève, les tient devant ses yeux, les laisse retomber sur la table quand elle les a contemplées assez longtemps. Soudain, elle s'arrête au milieu d'un geste et regarde l'homme fixement, avec un incroyable étonnement. Il vient en effet de rire, mais ce n'est pas un de ces rires ordinaires à mi-voix, gêné, non. Il rit à voix haute et sur un ton de défi. « Comme c'est ridicule, dit-il en se cramponnant au bord de la table pour puiser des forces dans cet objet en bois. Moi qui ai d'habitude une excellente mémoire, j'ai oublié cette fête foraine. »